on a parlé beaucoup de l'état de l'industrie. Et je crois qu'il y a, et de mon expérience et de ce que j'observe aussi, je crois qu'il y a une résistance à accepter que les choses vont devoir pouvoir être différentes. Et c'est aussi une opportunité de remettre les comptes à zéro, de changer certaines choses. Donc, dans un monde utopique et idéal, chaque invité, dites-moi en quelques mots, quelles seraient les choses dans votre domaine qui ont besoin d'être faites pour que l'industrie et l'écosystème sur le continent puissent être favorisés après le Covid-19, en pensant on a remis tous les compteurs à zéro. Qu'est-ce qu'on doit réinventer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'impératif, c'est qu'il faut qu'il y ait un maintien, l'accès à la culture et à la musique, de manière très précise. Et ce maintien passe par effectivement les outils qu'on a qui peuvent économiquement, autant les gouvernements se débrouillent par rapport à cette crise sanitaire pour qu'il n'y ait pas l'hécatombe, en rafistolant, en essayant en tout cas d'anticiper sur du stop and go, confinement, reconfinement, etc. Chaque contexte, en tout cas chaque pays, sa manière de faire. On devrait aussi pouvoir maintenir cet accès à la culture au public. La monétisation, c'est deux paradigmes. Il y a du freemium, il y a du premium. On peut monétiser sur la base gratuite, on peut monétiser sur la base premium. L'essentiel, c'est d'avoir le business model qui puisse le tenir. Et j'en veux pour preuve, quand il y a eu la résilience aussi, je vois en Côte d'Ivoire, il y a eu le Digital Live Play avec Universal, il y a eu le Cameroun Online Fest aussi, etc. Au Sénégal, il y a Youssou N'Dour qui faisait ses concerts chaque soir à sa maison, etc. Est-ce que finalement, on va muter? Parce que je ne suis pas sûr que l'événementiel va changer drastiquement, parce que je pense que la Covid, quand même, quelle que soit la durée, on sortira de cette étape-là et qu'on reviendra à… The new normal sera aussi normal à l'ancienne, de toute façon, mais il faut qu'on puisse utiliser le digital pour qu'il nous permette, en tout cas, d'optimiser ce qu'on a actuellement. Et c'est la monétisation et la compréhension du marché actuel. Est-ce qu'effectivement, on est en phase pour pousser les plateformes locales, avoir plus d'initiatives entre les acteurs du système, c'est les opérateurs de téléphonie mobile aussi, qui ont les audiences finalement parce qu'ils ont des abonnés mobiles. On a le device qui est hyper présent chez la population africaine et la jeunesse. Qu'est-ce qu'on crée derrière? Donc, si on a de bonnes offres et qu'on pousse les plateformes locales, c'est déjà pas mal parce que c'est des sources de revenus pour les acteurs, pour les créateurs. Ça permet de mettre quelque chose dedans. Après, maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui est du point de vue réglementaire, c'est une certaine optimisation avec les sociétés de gestion collective qui doivent s'adapter et les pouvoirs publics. En tout cas, pour nous, Digital Virgo, on en est conscient et ce qu'on fait, c'est mettre à dispo, en tout cas, des acteurs qui soient fournisseurs de contenu, artistes, la possibilité de monétiser davantage et de mettre sur la table, quand c'est possible, du budget pour la coproduction, la compréhension de leurs besoins, d'avancer dessus et de communiquer davantage pour que toutes les plateformes locales soient mises en avant parce que c'est ce qui va permettre aux artistes de gagner plus, encore plus, et puis qu'on essaie finalement d'arriver à ce business model peut-être africain qui va être compris, qui va nous permettre d'avoir un peu plus de gains dans la matière. En tout cas, moi, à mon avis, l'événementiel et tout ce qui est de plein fouet attaqué par ce contexte de Covid, quoi qu'il en soit, aura sa résilience parce que le digital permettra d'adapter sur des formats différents. Maintenant, il faut penser à l'après-Covid, comment ne pas perdre ce qui a été, en tout cas, en transition créé, et l'après-Covid, ne pas faire que l'événementiel quelque chose de physique. Il faut du digital aussi dans l'événementiel, même après Covid. Voilà. Merci Ibrahim. On a encore 10 minutes ensemble, donc on va faire un petit tour de table vite fait avec la même question. Je vais enchaîner directement sur Brahim, l'autre Brahim de Visa pour Africa. Le Covid-19 a installé un nouveau normal, a mis tous les comptes à zéro. Dans un monde idéal et utopique, Brahim, quelle serait la chose à faire? Bon, tout d'abord, il faut faire confiance aux artistes. Ils ont toute la capacité à s'adapter au contexte complexe d'aujourd'hui. D'abord, cette crise, bon, elle a un temps. Je ne sais pas combien de semaines elle va durer ou combien de mois. Donc, ou peut-être combien d'années. Dans tous les cas, on est habitué. Je veux dire, la malaria n'a pas empêché la vie
en Afrique. Elle fait bien plus de dégâts que Corona. Je pense que les restaurants sont ouverts, les vols ont repris dans pas mal de pays, les moyens de transport. Et je crois que un club, il y a moins de monde que ce qu'il y a dans un avion. Donc, à un moment donné, il faut accepter une réalité, c'est que il faudrait ouvrir. Bien évidemment, il ne faut pas être fataliste, faut prendre, respecter la distanciation physique. J'apprécie moins la distanciation sociale comme terme. Et donc, avoir un minimum de distanciation physique, mettre un masque et et vivre, parce que de toute façon, la vie ne peut pas s'arrêter. Il faut s'adapter. Bien évidemment que les gens qui sont fragiles ne peuvent pas prendre le risque d'aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde. La reprise, on la voit bien dans un certain nombre de pays, y compris les pays où il y a beaucoup de cas de Covid-19. Et donc, une chose est sûre, que dans un premier temps, on ne peut pas partir sur des gros spectacles, mais je pense que le marché n'est pas dans les gros spectacles. Les gros spectacles, ça fait vivre les têtes d'affiche. Le marché, il est pour les artistes émergents, c'est ceux qu'on voit, ou les artistes, la plupart des artistes qui vivent la plupart des artistes gagnent leur vie plutôt dans des maquis, dans des petits clubs, dans le quotidien, ceux qui font pas une date par mois, mais ceux qui font une date chaque jour, qui jouent tous les jours dans un club. Ces musiciens qui ne bénéficient pas ni des droits d'auteur, voilà, parce qu'ils sont des instrumentistes. Souvent, dans nos débats, on défend bien évidemment à tort les grands artistes qui finalement s'en sortent pas trop mal, bien sûr pas tous, mais en tout cas, il faut aussi avoir une pensée à tous ces musiciens qui gagnent leur vie de la musique, et souvent dans des petits clubs, dans des cabarets, dans des maquis. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre crescendo. Il faut reprendre le live, parce que tant qu'il n'y a pas le live, il n'y aura pas c'est les lieux de live aussi qui payent les droits d'auteur. Donc on ne peut pas récupérer les droits d'auteur s'il n'y a pas de live. Et donc je pense qu'il faut, de la même façon qu'on a repris le transport, qu'on a repris la restauration, il faudrait aussi reprendre doucement, et faisant confiance aux artistes. Ils ont toute la capacité à s'adapter comme les acteurs culturels. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut refocaliser sur l'intimité de l'expérience musicale avec les artistes émergents, les alternatifs et progressifs. On a donné beaucoup d'attention et beaucoup de vénération et beaucoup d'adulation à tous ces grands artistes, mais ils s'en sortiront très bien. On va passer la question à Jean-Philippe Audali. Dis-moi, nouveau normal, les comptes à rebours sont remis à zéro. Là, tu es avec ton projet Wow Wow. Si tu avais une petite baguette magique, quelles seraient les premières choses que tu ferais pour le monde de la musique avec le nouveau, voilà, dans le nouveau normal d'aujourd'hui? Merci. Enfin, on peut rêver, c'est formidable. En fait, je trouve que… ça commence par le rêve, hein, quand même. Hein. Ah, mais je suis d'accord. Enfin, c'est d'abord l'idée, puis ensuite on poursuit. Hein. Mais il y a… en fait, tout ce qu'on a pu dire, je trouvais ça hyper intéressant. Hein. Tout ce que chacun a dit a donné une part de vérité, me semble-t-il, fondamentale, en fait. À l'idée même qu'aujourd'hui, bon, il y a le Covid qui arrive, la Covid qui arrive, c'est quand même une opportunité, et tu as dit le nom, opportunité, c'est une vraie opportunité de penser différemment. En fait, toutes les évolutions, c'est tout d'un coup, quand on change ce qu'on appelle les paradigmes, façon de penser, et que tous les acteurs, disons, qui font, alors par exemple, là on parle d'une économie culturelle, qui font cette économie, changent un petit peu, changent de siège. Ils se disent, tiens, bah, maintenant, il n'y a plus rien, maintenant, il faut penser autrement, maintenant, c'est le digital qui l'emporte, maintenant, c'est la crainte qui nous paralyse. Peut-être qu'il va falloir pour la survie de notre petite espèce, il va falloir qu'on pense différemment. Ça, pour moi, c'est la meilleure chose. Enfin, c'est le revers positif de tout cela, c'est qu'il y a probablement une façon de faire penser, par exemple, à l'opérateur. L'opérateur, c'est bien les tuyaux, hein, mais les contenus, c'est mieux. Bon, peut-être qu'il faut que l'opérateur change un peu sa façon je sais pas, que sa puissance, que sa monétisation soit différente maintenant. La répartition soit un petit peu différente.
On prend les États, on se rend compte que petit à petit, alors on a tous plaidé, on était très nombreux à plaider auprès des États en disant, écoutez, vous savez, un outil du développement, c'est la culture. Hein. C'est très bien de construire, de mettre du béton, des routes, etc., des ponts, c'est très bien. Mais la mobilité aussi des œuvres, etc., et des artistes, c'est-à-dire l'identité de chaque pays, etc., ce qu'elle porte, tout ça, c'est une vraie économie, c'est une portion importante du PIB. Donc, on peut considérer en effet que c'est un outil du développement. Regardez, on voit notre ami Thomas Veil qui est là et qui dit bah oui, on a pris conscience de ça et on se rend compte qu'on va aider à fluidifier ce marché. Donc c'est un peu génial. Je trouve que c'est assez historique parce que il se passe quelque chose. Ça fait à peu près 5 ans que c'est en train de. On a tous plaidé depuis 15-20 ans et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Banque mondiale, par exemple, toujours pas. Banque mondiale, moi j'avais porté un projet à Banque mondiale. Tout le monde disait c'est génial, on va le faire. Tout d'un coup, ils ont dit mais en fait, qu'est-ce que vous produisez? Ah ben je produis de la musique. On l'a porté à Washington et Washington ils ont dit ah ben non, on peut pas payer ça. Et non. Et pourtant ça cochait toutes les cases à la fois sociales, politiques, rayonnement, enfin tout, hein. Prévention des conflits, enfin tout ce qui rentrait dans ce que la Banque mondiale demande. Et c'est rare, mais la musique le fait parce qu'elle est tout à fait universelle. Donc en fait c'est pour paradoxalement la musique est aussi utilisée quand on a besoin de ramener 20 millions de téléspectateurs ou 30 millions de téléspectateurs pour plaider une cause. Qui est-ce qu'on appelle? On incruste les politiques et les grands discours entre des concerts, parce que c'est comme ça qu'on garde l'audience. Absolument, absolument. Alors, donc, non, mais je suis tout à fait. Enfin, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a dit. Hein. On est tous en train de chercher, on est tous en train de vouloir avancer. Il y a un besoin. Les artistes sont contraints. Mais tout le monde est contraint. Moi, je pense que vraiment tout le monde est contraint. Mais même les opérateurs, au bout d'un moment, ils ont un problème. Avec des attentes un peu plus grandes, peut-être. Ouais, je pense que tout le monde a un problème. Il faut juste que chacun accepte de changer un peu la position de son siège et regarde les choses un petit peu différemment. Et là, on se rend compte qu'il y a des convergences. Et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, que le plus important, c'était, oui, je crois que c'est Thomas, c'était de se voir en tant que partenaire, en tant que collègue, tant que l'on ne réfléchit pas ensemble, je pense que ça ne peut pas marcher. Je l'ai vu, par exemple, pour le projet MAM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de construction de cette cité de la musique. Je suis allé voir beaucoup de grands artistes en disant, allez, porte-le avec moi. Ils ont dit, ah, je suis avec toi. Mais je lui ai dit, attends, il y en a d'autres, hein, vous serez à peu près 10. Et dès que je disais qu'il y en a un deuxième, plus personne ne voulait en faire partie. C'est-à-dire porter un projet d'envergure, c'est toujours un problème. C'est un vrai problème. La collectivité, c'est un vrai problème. La coopération. D'ailleurs, Thomas en parlait. C'est ça. Et ça, je pense qu'il y a un vrai souci, parce que pour l'instant, ce cloisonnement entre pays, on le voit entre courants, ça on le voit depuis très longtemps, hein, mais on le voit entre artistes. Donc, tant qu'on considère que c'est une compétition, voilà, on risque de prendre quelques trains de retard. Donc, tout ça, peut-être le Covid peut faire en sorte que même les artistes finissent par dire, en fait, j'ai besoin de mon copain, j'ai besoin pour qu'on existe et qu'on pèse. Voilà. Ah, merci, c'est beau ça. Tu as terminé en poésie là. Ah je peux continuer. Hein. Ok, merci Jean-Philippe. Mais écoute, c'est très très bon. On va terminer avec voilà, quelqu'un qui vient des majors, avec Guy Constant, et puis on va laisser la parole à la fin avec Thomas. Mais Guy, dis-moi un petit peu, tu as travaillé en major, tu as travaillé avec les gros artistes, tu as vu beaucoup d'argent, tu as vu beaucoup de moyens. Covid a tout mis un peu par terre. Tu as une petite baguette magique et tu peux tout changer sur quoi tu travailles. Bon, merci à tout le monde déjà, parce que je pense que ça va être ma dernière prise de parole. Merci à tous les panélistes. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je ne crois pas que déjà sur la Covid, je ne pense pas que ça change grand-chose, parce que dans ma réflexion, c'est quelque chose qui est circonscrit dans le temps, et même s'il faut s'adapter à ça, je pense que c'est quelque chose qui va passer. Donc, voilà, ça c'est personnel, après je ne dis pas que j'ai raison. Mais, moi, je le pense comme ça. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il faut remettre à plat tout l'écosystème. Il y a tellement de choses à faire ici. Il faut remettre à plat beaucoup de choses. Je voulais qu'on parle un peu de l'industrie du live. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps de parole là, je vais me focaliser là-dessus. Il y a Brahim, mon ami et frère Brahim, qui a un peu évoqué cela. Il y a plusieurs choses sur le live à faire, selon moi. Et la responsabilité, elle est partagée entre nos États, qui trop souvent
démissionnent un peu, tu vois. Trop souvent démissionnent un peu. On a une ou deux infrastructures dans les pays, dans les capitales, dans nos capitales africaines. Là. Après, dans tout l'arrière-pays, tu n'as pratiquement rien. Donc, tu as pratiquement zéro circuit national avant d'avoir un circuit panafricain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut décrier et il faut continuer de pousser. Faut continuer de pousser auprès de nos États pour que ça puisse exister, de sorte à ce que les artistes, tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, la deuxième grande ville, Siboaké, tu n'as pratiquement pas de salle. Hein. Après, tu as San Pedro qui est une grande ville aussi, tu n'as pas de salle. Tu as Yamoussoukro qui est la capitale, tu n'as pratiquement pas de salle. Et c'est vrai, il y a des événements qui sont organisés, mais tu n'as pratiquement pas grand-chose. Non, ce n'est pas une question de moyens, je ne crois pas trop. Je pense que c'est une question de volonté politique. Tout à fait. Je pense que c'est une question de volonté politique. Quand on dit, par exemple, que la Côte d'Ivoire doit accueillir la CAN, on trouve de l'argent pour faire des stades. Tu vois. Donc, si le mec il se dit il a un quinquennat qui va faire, je ne sais pas moi, 10 salles ou 5 salles par quinquennat, je pense qu'en 20 ans, on peut combler un petit déficit. Ça c'est une première problématique qu'il nous faut regarder et c'est super intéressant. La deuxième problématique, c'est sur la logistique aussi. On a des pays en déficit de logistique. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Moi, par exemple, je me souviens en 2013, j'avais organisé une tournée nationale avec des copains à moi. On était obligé de prendre la logistique à partir d'Abidjan pour faire le tour du pays, quoi, tu vois. Ça implique des coûts supplémentaires et c'est hyper compliqué. Donc, voilà, et dans beaucoup de pays africains aussi où j'ai travaillé, il y a cette problématique-là qui est posée. Je ne parle même pas encore des artistes internationaux qui arrivent. Hein. Ça, je vais dire un petit mot vite fait là-dessus. Mais je pense que ces problématiques-là, il faut les régler. Et puis, il y a un système aussi, il y a quelque chose qui est en train de plus en plus de tuer l'industrie du live, du spectacle vivant chez nous, dans nos pays, c'est la gratuité, quoi. C'est la gratuité. C'est-à-dire qu'il faut… De l'audience ou bien des artistes? Non, la gratuité même du public, parce que tu as beaucoup de spectacles qui sont offerts. Tu as un mania qui s'appelle Eric, qui est dans telle ville, qui offre le spectacle gratuitement. Donc, peu de gens conçoivent qu'ils doivent payer chaque semaine pour aller regarder. C'est quoi le spectacle? Tu travailles toute la semaine et tu te fais plaisir en week-end. Tu vas arriver au cinéma, tu vas à la plage ou tu vas voir un concert. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on a plus ou moins, comment on appelle ça? Plus ou moins travailler notre emploi du temps. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est ça. Tu travailles en semaine, le week-end, tu fais plaisir. Mais de toute façon, là, c'est un autre débat, mais il va dépenser son argent, il va se dépenser dans son argent à boire. Ouais, mais il va acheter le nombre de bières qu'il veut dans le maquis, il prend madame, il va à la plage, il fait ceci, mais tu as peu de gens qui conçoivent. Et ça, les gens qui conçoivent, acheter 15 € ou 20 $, 20 $ ou 10 $ pour un ticket pour un billet de concert, ça ne se lève pas le matin. Hein. Tu as beau mettre toutes les stats du monde que tu veux pour dire que on est 1 milliard de gens, en Côte d'Ivoire, c'est 26 millions de personnes, tu as une population de moins de 30 ans qui a approximativement est aux alentours de 60%, 65% dans ces eaux-là. Je sais que les chiffres sont exacts, mais je pense que c'est la proportion. Tu as beau finir de dire tout ça, mais tu tombes dans la logistique, tu emmènes un artiste dans une ville, tu lui dis le concert il est à 5 €, tu n'as personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as personne parce qu'il est à 5 €, quoi. Donc, voilà, il faut éduquer aussi les mentalités. Il faut dire faut que les gens comprennent. C'est comme la consommation de la musique. Avec Jean-Philippe, avec qui on travaille, on a cette problématique-là aussi. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut acheter de la musique de l'artiste que tu aimes à partir de ton téléphone, à 5 francs CFA, je ne sais pas combien ça représente en rwandais, mais 5 francs CFA, tu as pratiquement une chanson de l'artiste que tu aimes, et le mec il te dit non, moi je peux pas aller regarder ça sur YouTube. C'est pour ça que Jean-Philippe a sa formule où il dit mais nous on est moins cher que YouTube parce que on est moins cher que gratuit, parce que YouTube tu coûtes la data et chez nous tu n'as pas de data, quoi, tu vois. Donc c'est des habitudes aussi qu'il faut amener. Ça peut dire que la responsabilité elle est partagée. Il y a chacun qui va jouer son rôle. Et puis un petit mot quand même. Oui, bien sûr. Ta baguette magique fera un reformatage de cerveau collectif. Oui, il faut reformater, mais après, il faut commencer. C'est-à-dire que, tu sais, dans l'imaginaire africain, l'artiste, c'est celui qui a échoué dans la vie, tu vois.
Moi qui te parle, mais c'est ça en fait, c'est le bouffon, tu vois, moi qui te parle, je travaille à un très haut niveau dans des grosses compagnies, je fais beaucoup de choses, mais tu as beaucoup de gens, parce que, bon, peut-être j'ai une goutte aussi, on ne me respecte pas beaucoup, mais même dans ma famille, on pense que je m'amuse, quoi, tu vois. Je suis même mieux payé que plein de gens là-bas, je gagne beaucoup d'argent, je gagne bien ma vie, mais à côté, tu as des cousins et tout, parce qu'ils mettent la cravate tous les matins, ils partent au travail, on se dit, lui, il a un travail sérieux, tu vois. Donc, mais c'est la mentalité qu'on a. Et tout ça, on doit la travailler en faisant gagner de l'argent à nos artistes, en créant un écosystème fort qu'on crédibilise. Tout à l'heure, j'ai dit un truc, quand j'ai dit, j'étais un peu moi déçu de l'action des majors, je ne dis pas qu'ils font rien, je dois être le dernier à dire ça parce que je vois évidemment tout ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un ministre de la Culture ou un député qui doit apporter un projet de loi sur la copie privée ou je ne sais pas quoi, il est plus regardant quand c'est Universal, Sony, Warner ou tout ce que tu veux qui lui parle que quand c'est Guy Constant qui va lui dire mais ça c'est important, ou c'est un petit producteur qui va lui dire mais il faut qu'on fasse ça, ou c'est un artiste. Déjà, il va lui donner une enveloppe pour payer son taxi pour rentrer, tu vois, il va le prendre sérieux. Alors que quand Universal, Sony, ils viennent sur le terrain, ils s'associent, ils disent, mais il faut qu'on fasse ça, c'est important. Qu'ils vont parler au ministre, mais le ministre, il écoute. Et ce que je suis en train de te dire, moi, quand j'étais à Universal, on rencontrait les ministres, on parlait avec eux, et je sais comment on était reçus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais comment on était reçus, parce qu'on était Universal, parce qu'on était Sony. Quand je vais dans les pays, je sais comment on me reçoit. Quand je vais dans un pays que je ne vais pas citer et que je n'ai même pas prévu de rencontrer le ministre, c'est qu'on m'envoie une note parce que je suis représentant de Sony et qu'on m'invite. Il faut absolument que je rencontre le ministre le lendemain alors que mon avion à prendre 2 heures après. Mais c'est parce que c'est Sony. Mais qu'ils profitent de ça et qu'ils essaient au moins de tordre le bras au gars pour gagner des choses. C'est ça que je dis. Et ils doivent mettre dans non, mais tu es en train de parler de. On n'est pas juste là pour faire du business. Oui. Tu es en train de parler de changement un changement de mentalité dans la culture corporate. À tous les niveaux. Pour moi, c'est à tous les niveaux. Je te donne un exemple tout simple. Hein. Je donne un exemple tout simple pour qu'on soit dans le factuel et le concret. Comment j'arrive, par exemple, sur Sony, on me donne un certain nombre d'artistes. On me dit c'est des artistes français d'origine africaine. Et je salue Brahim qui a parlé de diaspora, bien entendu. Moi, j'ai toujours considéré que l'Afrique, c'est 5 zones géographiques plus une, qui est la diaspora. Et nous, on fait beaucoup de travail avec la diaspora, notamment en Guadeloupe, je fais beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, l'exemple que je veux prendre, on me dit, voilà les artistes, je ne les citerai pas encore une fois, voilà les artistes et tout, il faut les emmener, il faut faire des tournées sur le continent pour eux, voilà les cachets de ces artistes-là. Et moi, ma première chose que je dis, jamais je ne vais organiser ça à ce prix-là, avec ces cachets-là, tu vois. Et c'était ma bataille auprès d'artistes, notamment français, d'origine africaine. Je leur disais chaque fois, casser le marché parce que vous êtes dans la surenchère avec les Nigériens. Si les Nigériens, ils montent aujourd'hui à 100 000 $, etc., etc. D'ailleurs, croyez mon expérience, tu payes un Nigérian 100 000 $, tu perds de l'argent. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Ça, c'est sûr à 100%. Mais les francophones, des boubas, de tout ce que tu veux, ah, mais tiens, l'autre, il a 100 000, ben moi aussi. Et ils sont allés dans la surenchère, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obstrué, comment on appelle ça, le territoire sur lequel ils peuvent aller. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les cachets, pour qu'on puisse faire, par exemple, les 4 dates quand tu arrives en Côte d'Ivoire, si on te prend 20 000 $, je dis n'importe quoi, on te prend un 20 000 $, un 15 000 $, je ne sais pas quoi, tu arrives, mais tu fais 3-4 dates dans le pays, tu fais un petit circuit, c'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire, tu vas à San Pedro, tu vas à Korogo, tu vas à Boaké, etc. On se fait des choses comme ça. Les mecs, ils peuvent faire 100 000 $. Mais les 100 000 € qu'on va te payer, toi, là, il n'y a que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, un peu le Sénégal qui peuvent te payer ça. Et tu vas t'exclure de la Guinée, tu vas t'exclure du Mali, tu vas t'exclure de plein de pays qui ne peuvent pas payer ça. Pourquoi ils ne peuvent pas payer? Parce que l'écosystème du live aujourd'hui en Afrique, francophone surtout, dit que près de 80% de tes ressources là sont payées par les sponsors. Et aujourd'hui, les sponsors, ils ne donnent même plus autant d'argent qu'ils donnaient avant. C'est déjà mort, ça. Tu vois, 80% du revenu, là, c'était dans les sponsoring avant. Moi, je me souviens à l'époque, dans les années 95, 96, les mecs, Marlboro, à l'époque, les cigarettes sponsorisées, ils donnaient des 250 millions en CFA, 500 000 €. Easy, ils donnaient ça. Aujourd'hui, tu fais la manche même pour avoir 25 millions de francs CFA, c'est-à-dire 50 000 € pour un gros artiste style Bernard, ou je ne sais pas quoi. Tu fais la manche même pour avoir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc déjà, ça c'est déjà mort. Le deuxième truc, c'est le ticketing. Sur le ticketing,
tu sais que tu ne vas pas gagner de l'argent parce qu'ils ne vont pas payer. Ils vont trouver des circuits, machin et tout et tout. Et là, on est dans le factuel, dans le concret. Et tous les gars qui produisent, pourquoi il y a de moins en moins de producteurs? La simple raison que tous les gars qui produisent, ils perdent de l'argent. Bah oui, c'est clair. C'est tout à fait simple. C'est aussi ça. Donc, c'est à nous de remodeler ça. C'est à nous d'expliquer aux gens, il faut qu'on change la mentalité. Il faut que toi, l'artiste, acceptes d'être payé à un bas coût pour pouvoir bénéficier d'un territoire hyper large, pour pouvoir aller partout, pour pouvoir avoir des 10 dates l'année, des choses comme ça, des 10 dates dans tout l'espace, etc. Tu vois, c'est tellement immense ce chantier-là qu'on ne peut pas en parler comme ça en 5 minutes. Et moi, je pense qu'il faut une sorte d'état général. Hein, parce que c'est la première source de revenus des artistes. Oui. On envoie une dédicace à Raoul. Peut-être que c'est un sujet qui mérite un sujet numéro 2 avec le même panéliste. Mais en tout cas, merci pour ton intervention et tout. Je vais passer au suivant si tu me permets, parce que le temps est… Oui, je voulais dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde, voilà. Parce que je pense que ce sera ma dernière prise de parole. Merci à tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes de dites et c'était un plaisir aussi de retrouver beaucoup de copains. Et j'espère, on travaille tous pour le continent. On espère que c'est comme ça qu'on va faire avancer ça tout doucement. Allez, donc je vous embrasse tous et à très bientôt. Ouais. Mais reste là, parce que on va revenir. On a un petit challenge qu'on va tous faire ensemble. Par contre, j'aimerais bien avoir un petit mot de… Je vais venir vers Alexandre bientôt, mais Thomas Well, dans le gouvernement, l'AFDP, l'AFP, Sub-Sahara, africain, donc tout le territoire subsaharien à t'occuper. Mais maintenant, on va te donner une petite baguette magique et te demander de faire une petite action pour faciliter un petit peu le développement de l'écosystème sur le territoire africain, dans les industries créatives. Quelles seraient tes premières actions? On va faire ça brièvement. Hein. Mais vas-y, un coup de baguette magique extraordinaire pour tout le monde, le live, la musique enregistrée, les musiciens, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, les producteurs, le droit d'auteur en place, partout, avec les droits voisins, correctement collectés, correctement redistribués. Une fois que c'est en place, on en parle et je parle de mon deuxième rêve. Super. On va tous rester en contact et tout, mais restez tous là dans le chat parce qu'on a un petit challenge spécial organisé par le CEO de African Colors. Il travaille dessus depuis un petit temps, donc restez tous là. Maintenant, Alexandre, c'est toi qui as le dernier mot avant qu'on enchaîne sur ce challenge. On a un petit peu passé le temps là qui nous était imparti de un quart d'heure, c'est pas trop grave, mais quand même, on ne veut pas perdre l'audience. Mais Alexandre Bananier de RECU, tu as une petite baguette magique, Covid-19 est venu, tous les comptes à rebours sont à zéro. Quelles sont tes premières actions? Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que pendant le Covid et donc du coup, post-Covid, c'est des comportements qu'on peut maintenir par la suite, c'est globaliser en fait les services. On a remarqué que même si les artistes étaient bloqués et qu'ils ne pouvaient pas en fait se déplacer, ils pouvaient quand même faire appel aux services donc, de mixage, de mastering, d'autres personnes éloignées sur le territoire et même dans d'autres pays. Et donc, avec une baguette magique, ce serait de dire la possibilité d'apporter donc davantage d'opportunités à tout type en fait d'acteurs en lien avec la production musicale, que ce soit localement, mais aussi au niveau donc international, parce que le fichier audio, le contenu, ben, il peut se partager et on peut travailler en symbiose et dans différents pays sur un même projet. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis après, un dernier mot aussi, c'est sur la partie piratage des données, les autorités, les actions qu'ils peuvent mener pour structurer le marché. Et là, récemment, il y a en tous les cas un point intéressant qui a été mis en place. C'est pour lutter contre le piratage. Au Sénégal, il y a un projet de loi qui est en cours de finalisation et qui va instaurer la rémunération sur copie privée. Et donc, ça prendra la forme d'une taxe sur les différents supports qui sont importés, que ce soit sous les clés USB,
disques, etc., pour pouvoir lutter et structurer ce marché culturel. Et donc, c'est de bon augure pour se dire qu'à la fois, les acteurs privés sont en train de développer de nouvelles solutions innovantes, mais aussi les autorités publiques, les acteurs publics prennent aussi conscience à leur échelle avec des mesures pour aller dans ce sens-là. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci à tous, à Thomas, Guy, Constant.